Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la troisième partie de cette vidéo. Nous allons essayer maintenant de voir ce qu'est la conscience. Alors c'est pas chose facile de vouloir définir la psyché et ce qu'elle contient. On peut dire que dans sa globalité, le monde subtil, donc le monde psychique, est incomparablement plus vaste et plus varié que le monde corporel. Le monde corporel est aussi nettement délimité, contrairement au monde psychique, qui ne comporte pas de barrière aussi nette. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo Corps, âme, esprit où je tente une approche. Voici une citation de Titus Burckhardt dans son livre Science moderne et sagesse traditionnelle. Je cite: Selon l'emploi qu'on fait de lui, le mot âme possède une signification plus ou moins vaste, de sorte que, le cas échéant, il ne concerne pas simplement la forme immatérielle d'un individu, mais aussi l'esprit supraformel qui lui est inhérent. La psyché, en revanche, désigne exclusivement le mode d'existence subtil de la créature. Entre parenthèses, en latin subtilis, en arabe latif, en sanskrit suksma sharira. Fin de citation. En ces temps où le développement personnel, la spiritualité dite New Age sont plutôt répandus, la conscience est plus que jamais un terme fourre-tout, et les psychanalystes y sont pour beaucoup. Pour faire très simple, je vais essayer de synthétiser ce que je pense avoir compris. Évidemment, c'est très difficile à définir et à exprimer, et ce sera donc très imparfait. Mais ça me semble nécessaire de s'en faire une certaine représentation, pour comprendre ce qu'il y a d'inconciliable entre une perspective traditionnelle et une perspective psychanalytique. Il y a plusieurs choses que recouvre ce terme de conscience. Voyons la conscience d'une perspective traditionnelle, donc envisagée métaphysiquement. Pour faire très simple, on peut décliner la conscience, ou plutôt j'ai choisi de décliner la conscience en 3 ou 4 niveaux. Premièrement, la conscience divine, une conscience universelle, un champ de la conscience divine qui se répand partout, qui englobe tout. Dans la perspective indienne, le soi nous apparaît sous 3 aspects, Sat, Chit, Ananda. Sat se traduit par l'être, Chit se traduit par la conscience, la connaissance ou encore l'intelligence pure, et Ananda se traduit par la béatitude. Le Chit de Satchitananda est la conscience divine qui se trouve bien au-delà de la conscience de l'individualité. Elle est incomparablement plus haute que notre conscience propre. C'est un peu la lumière divine qui se répand partout et qui éclaire l'intégralité de la manifestation. Deuxièmement, nous avons ensuite ce qu'on peut appeler la superconscience, c'est-à-dire qui est supérieure à la conscience individuelle et qu'on peut attribuer à Bouddhi, c'est-à-dire l'intellect transcendant, qui est un rayon de cette conscience divine qui va pénétrer l'individualité. Troisièmement, nous avons la conscience individuelle, ou la conscience claire et distincte, dont on fait tous l'expérience quotidiennement. On pourrait dire que c'est la perception, la compréhension, la connaissance relative des choses à partir de la notion d'un moi individuel, un moi qui perçoit et appréhende des phénomènes extérieurs et intérieurs. L'attention est par exemple une focalisation intense de notre conscience sur des phénomènes. La conscience individuelle est le produit d'une réfraction de l'intellect transcendant, c'est une focalisation du champ de la conscience divine vers un point du temps et de l'espace, ce qui donne le moi individuel, le je. Je cite Titus Burckhardt: La conscience ordinaire n'éclaire qu'une portion réduite de l'âme individuelle, et celle-ci ne représente qu'une partie extrêmement petite du monde psychique. Mais l'âme individuelle n'est pas séparée du reste du monde psychique. Sa situation n'est pas comparable non plus à celle de l'enveloppe charnelle, rigoureusement circonscrite dans l'espace et séparée des autres corps. Fin de citation. Et enfin, quatrièmement, nous avons ce qu'on peut appeler une subconscience, c'est-à-dire une partie très inférieure de la conscience, la plus éloignée du rayon de la conscience divine.
Elle se trouve en dessous de la conscience individuelle, claire et distincte. C'est cette subconscience dans une quasi-obscurité, du fait de son éloignement, qui est en quelque sorte la crypte où résident les influences basses, les résidus émotionnels, les désirs, les bas instincts, les sensations. C'est la subconscience qui est en relation directe avec la matière, avec les besoins du corps et qui nous relie aux nécessités. C'est cette région de la conscience où les influences inférieures, infernales, végètent et saisissent la moindre occasion pour remonter vers notre conscience ordinaire. Lorsqu'une émotion, un désir, une pulsion, une pensée à l'état latent nous apparaît subitement, elle tente de s'installer, de s'actualiser à travers nous. La subconscience est donc la partie basse de l'individu, celle qui est en lien avec la matière, et la superconscience est la partie haute ou supérieure de l'individu, celle qui le rapproche du monde spirituel. La conscience, quel que soit le degré envisagé, est toujours considérée comme ultimement intégrée à la conscience suprême, à la conscience divine. Rien n'est donc en dehors de la conscience. L'inconscient des théories issues des psychanalystes est donc une impossibilité métaphysique. Le prétendu inconscient est simplement le subconscient, c'est-à-dire le degré le plus inférieur de la conscience. Voilà, c'est très schématique, ça peut être très imparfait comme description, mais grossièrement, c'est comme ça que je l'ai compris. Citons maintenant René Guénon à propos du subconscient. Je cite : « Le subconscient est encore du conscient, bien qu'il soit en dehors du domaine de la conscience claire et distincte. Il est comme une sorte de prolongement ou d'extension de la conscience, et la démonstration de l'existence de ce subconscient fera évanouir tout argument en faveur du prétendu inconscient psychologique. » Une autre citation très claire, attribuée à René Guénon à partir d'un de ses cours de philosophie, je cite : « La conscience claire et distincte, ou la conscience normale, peut être considérée comme occupant en quelque sorte la région centrale dans le domaine de la conscience intégrale. Et elle a, comme nous l'avons dit, des prolongements qui occupent le reste de ce domaine. Or, il est évident que l'on peut envisager des prolongements s'étendant en divers sens à partir du centre commun auquel ils sont rattachés, mais le mot de subconscience, par sa composition, semble indiquer qu'il s'agit uniquement de prolongements inférieurs de la conscience, et ce sont bien en effet ceux-là qu'on envisage habituellement sous ce nom. Si donc on admet la subconscience, et d'après tout ce que nous avons dit, il faut bien l'admettre, il semble qu'il y ait lieu aussi d'admettre corrélativement une superconscience, c'est-à-dire un ensemble de prolongements supérieurs de la conscience, ce que ne font pas en général les psychologues. » Fin de citation. Voici maintenant une citation de Titus Burckhardt, je cite : « Quand on parle d'inconscient, il ne faut jamais perdre de vue qu'il s'agit là d'une réalité éminemment relative. La conscience est, comme la lumière, capable de gradation. Et comme la lumière, elle est plus ou moins diffractée par les milieux qu'elle pénètre. Comme le jeu représente la forme que prend la conscience humaine individuelle, il ne peut en être aussi la source lumineuse. Celle-ci ne fait qu'un avec l'origine de l'esprit. En vertu de sa nature universelle, la conscience est un aspect du logos, lequel est à la fois être et connaissance, ce qui veut dire qu'il n'existe véritablement rien en dehors de la conscience. Par conséquent, l'inconscient des psychologues correspond tout simplement à ce qui reste dans l'âme en dehors de la conscience habituelle, reliée au jeu et tournée vers le monde physique. Note de bas de page, rappelons la triade védantique Sat-Chit Ananda, être, conscience, béatitude. Fin de citation. Voyons maintenant la conscience vue du point de vue de la psychanalyse. On touche ici, à mon sens, à un point fondamental de l'incompatibilité entre la perspective traditionnelle et la perspective de la psychanalyse. La psychanalyse est une discipline dite expérimentale qui tente d'analyser et d'interpréter des phénomènes, tout cela en partant d'un postulat évolutionniste et profane. Elle se prive donc des vérités métaphysiques, de l'immuable. Il n'y a dans la psychanalyse pas de conscience divine, supra-individuelle, qui transcenderait l'individu. Il n'y a pas de notion de supérieur.
L'homme n'est constitué que du corps et de la psyché, et dans cette psyché, il n'y a pour faire simple que l'inconscient et le conscient, qui correspondent respectivement au subconscient et à la conscience ordinaire. L'homme est ainsi amputé de sa dimension spirituelle, et pire, avec Jung, on attribue au développement de l'individualité, donc au psychique, des prétendues vertus spirituelles. C'est là la confusion du psychique et du spirituel. Pour Freud, la conscience n'est que la surface émergée de l'iceberg, et l'inconscient en est la partie immergée, la plus grande et la plus puissante. Je cite Freud dans Essai de psychanalyse. La conscience n'est que ce qui est connu de soi-même. Il se passe dans le psychisme bien plus de choses qu'il ne peut se révéler à la conscience. La conception de Freud correspond clairement ici à la conscience ordinaire et au subconscient. S'il est exact que le monde psychique est beaucoup plus vaste que la seule conscience ordinaire, et que nous sommes en permanence influencés par des forces diverses, relativement inférieures, soumises à des pulsions multiples, que ce soit par nos héritages psychologiques, par les nécessités biologiques, par des influences dont souvent on ne soupçonne pas l'existence, ce qui paraît le plus erroné dans cette théorie, c'est le fait de voir l'inconscient comme le moteur de l'homme, voir l'identité et l'origine de l'homme, pour Jung par exemple. L'origine de l'homme ne se trouve pas dans le psychisme, encore moins dans cette région basse, à la limite de la matière. Les racines de l'homme sont dans le ciel, dans la forme qualitative de l'espèce, forme qui chez l'homme possède aussi la faculté de la réflexion, de la compréhension, donc du choix, du libre arbitre. Pour Jung, le conscient, c'est ce qui s'extrait de l'inconscient au fur et à mesure du développement psychique de l'individu. Je cite Viviane Thibaudier. Pour Jung, l'inconscient est une intarissable source de contenu, il a une créativité et un savoir, et c'est lui qui crée le conscient. Je cite Jung. Notre conscience s'est historiquement et individuellement parlant développée à partir de l'obscurité et de l'aube de l'inconscience originelle. Fin de citation. Je reprends Viviane Thibaudier. C'est donc à partir de l'inconscient que se développe la conscience tout au cours de la vie et cherche à s'en extraire et s'en différencier par une lente assimilation des contenus inconscients qui se présentent à elle. Et Jung dit encore « L'inconscient est la mère de la conscience ». Fin de citation. L'inconscient apparaît donc comme l'origine, l'identité de l'homme. Pour Jung, c'est de l'inconscient que naît progressivement le conscient au fur et à mesure de l'expérience. Autrement dit, c'est de l'inférieur que va naître et progresser le moi individuel, tout comme à partir du singe va apparaître l'homme. Ce moi individuel qui progresse ne dépasse jamais le monde psychique car il n'a pas vocation à se rattacher à quelque chose de supérieur à l'individualité. L'homme ne peut donc être dans cette perspective au mieux, pour reprendre une phrase célèbre, qu'un singe parvenu. Pour Jung toujours, nous avons le concept imagé de la grande mère qui représente l'inconscient et qui serait l'origine de l'homme. Je cite Jung. La mère est la secrète racine de tout devenir, de toute transformation, le fond primordial silencieux de tout commencement et de toute fin. Je cite à nouveau Viviane Thibaudier. Jung nous dit qu'il a emprunté le terme de la grande mère à l'histoire des religions. Il fait ainsi référence aux croyances et aux pratiques issues d'un même culte, celui de la terre-mère, de la déesse-mère ou de la grande déesse, selon les régions et les époques. La Grande Mère, cette énergie primordiale, est donc à l'origine de toute chose, et ce vers quoi il nous faut sans cesse retourner afin d'y puiser la substance nourricière et les forces nécessaires pour renaître à nous-mêmes, les forces nécessaires à notre transformation. Et elle précise « La confrontation avec la Grande Mère en tant qu'il s'agit d'une instance symbolique qui représente les couches les plus archaïques de l'inconscient correspond donc à un retour aux origines. » Fin de citation. Voyons d'un peu plus près ce qu'est l'inconscient, notion fondamentale de la psychanalyse, notion mouvante du fait qu'elle soit, entre guillemets, une science expérimentale où une théorie, une certitude vient en remplacer une autre.
Disons simplement que pour la psychanalyse, l'inconscient est d'abord un lieu, une zone psychique où la conscience claire n'a pas d'accès direct et dont les contenus, les expressions psychiques des pulsions sont, pour une part héréditaires et innés, et pour l'autre part refoulés et acquis. Pour Freud, l'inconscient est le placard du refoulement. J'étais jeune, j'ai été bloqué par quelque chose, j'ai refoulé quelque chose, ça va dans l'inconscient. Pour les Freudiens, si vous arrivez à nettoyer l'inconscient, vous le faites disparaître et vous pouvez devenir quelqu'un de positif. Freud fera évoluer sa théorie avec la deuxième topique en ajoutant les concepts de ça, de moi et de surmoi. Le ça correspondant principalement à l'inconscient de la première topique, même si des contenus inconscients se trouveraient également dans le moi et dans le surmoi. Je vais éviter ici des développements sur les topiques de Freud qui n'ont un intérêt que très relatif. Je vais également faire l'économie de paraphrases inutiles en citant simplement Viviane Thibaudier sur ses définitions des inconscients personnels et collectifs, telles que l'a théorisé Jung par la suite. Je cite : « Les contenus issus de l'inconscient qui font retour à la conscience nous permettent de comprendre les rapports névrotiques que nous entretenons avec nous. Ce faisant, ils nous donnent la possibilité d'y remédier, même si Jung pense que ce n'est pas la névrose qu'il faut guérir, car elle constitue déjà en soi une tentative naturelle d'auto-guérison. Comme toute sa psychologie, appelée aussi parfois psychologie des profondeurs ou psychologie complexe, l'inconscient pour Jung n'a ni la même origine, ni les mêmes caractéristiques, ni le même sens que pour Freud. Si on peut se permettre un pléonasme, pour Freud, l'inconscient et le non-conscient, il est formé de ce qui est refoulé, c'est-à-dire de ce qui a été exclu car interdit et censuré par le conscient. Il est aussi, et en caricaturant, la poubelle de ce dernier. Pour Jung, au contraire, l'inconscient est une intarissable source de contenu. Il a une créativité et un savoir, et c'est lui qui crée le conscient. Le mouvement est exactement inverse. Et elle cite Jung : « Notre conscience s'est historiquement et individuellement parlant développée à partir de l'obscurité et de l'aube de l'inconscience originelle. » Fin de citation. Elle poursuit : « C'est donc à partir de l'inconscient que se développe la conscience tout au cours de la vie et cherche à s'en extraire et s'en différencier par une lente assimilation des contenus inconscients qui se présentent à elle. » Nouvelle citation de Jung : « L'inconscient est la mère de la conscience. » Fin de citation. Voyons la distinction entre l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, toujours par Viviane Thibaudier. L'inconscient personnel, c'est la couche la plus superficielle de l'inconscient, celle qui est le plus facilement accessible à la conscience et par le moi. Elle est constituée de tous les contenus qui ont un lien avec la vie personnelle, nos souvenirs enfouis, tout ce qui a été refoulé, c'est-à-dire, et pour des raisons diverses, éliminé de notre conscience. Cet aspect de l'inconscient correspond à peu près à l'inconscient défini par Freud. Toutefois pour Jung, si le refoulement a toute son importance, il n'est pas le seul mécanisme infrapsychique à l'œuvre. Voyons maintenant l'inconscient collectif et les archétypes. Après avoir avancé la thèse de l'inceste psychique et des contenus mythologiques qui résident dans l'inconscient et produit un certain type d'image qu'il appela au début image primordiale, Jung, quelques années plus tard, précise la nature de ces contenus en introduisant la notion d'archétype. Selon Jung, l'être humain apporte en naissant des systèmes organisés spécifiquement humains et prêts à fonctionner, qu'il doit aux millions d'années de l'évolution humaine. C'est cette couche profonde et primitive de l'inconscient qu'il appelle l'inconscient collectif. Elle est enracinée dans le corps et correspond à la sphère instinctive, c'est-à-dire la plus archaïque de l'individu, à ce qui depuis toujours fait que l'homme est homme. Elle conserve en elle la mémoire ancestrale de son évolution. L'inconscient collectif ne contient rien à proprement parler. Il est seulement constitué de possibilités de représentation. Ce sont des sortes de matrices virtuelles
pouvant donner naissance à des comportements, des images, des idées, des émotions, etc. Jung appelle ces matrices des archétypes. Ce sont des structures correspondant aux schémas de comportement liés aux instincts. Ils permettent d'agir ou de réagir de façon instinctivement adaptée à toute situation de danger par exemple. Fin de citation. Voici maintenant quelques extraits de René Guénon et de Titus Burckhardt à propos de ces théories. Je cite Titus Burckhardt d'abord, qui lui-même cite Jung. Le fait que cet inconscient collectif existe est tout simplement l'expression psychique de l'identité des structures cérébrales, au-delà de toutes les différences raciales. Les différentes lignes de l'évolution psychique partent d'un seul et même tronc, dont les racines plongent à travers tous les âges. C'est là que se situe le parallélisme psychique avec l'animal. Fin de citation de Jung. Titus Burckhardt reprend. La tendance darwiniste de cette théorie est évidente. Un peu plus loin, Titus Burckhardt ajoute « Retenons que pour Jung, les racines de l'inconscient collectif sont à chercher dans des régions inférieures d'un fond psychique prétendument encore préhumain, et donc privé de forme spirituelle. C'est là un point important car on pourrait s'imaginer que l'expression inconscient collectif tente de comprendre des réalités beaucoup plus vastes et plus hautes, comme pourraient le laisser penser certains parallèles établis par Jung avec divers concepts traditionnels, et notamment l'emploi, ou mieux l'abus, qu'il fait du terme d'archétype pour désigner les contours latents de l'inconscient collectif. Les archétypes, ou images idéales, au sens où l'entend Platon, et reconnaissons qu'il savait ce qu'il voulait dire par là, n'appartiennent nullement au domaine psychique. Ils sont au contraire les déterminations primordiales du pur esprit. Fin de citation. Plus loin, il ajoute, je cite, « La théorie d'un héritage psychique qui se mettrait à végéter en prenant la forme d'un inconscient collectif, sous la couche supérieure rationnelle de la conscience humaine, s'impose d'autant plus facilement qu'elle semble correspondre à l'explication évolutionniste de l'instinct animal. Celui-ci serait l'expression d'une mémoire de l'espèce dans laquelle toutes les expériences semblables faites par les ancêtres d'un animal s'additionneraient pour produire une action commune. » Fin de citation. Pour Jung, les racines de l'inconscient collectif sont à chercher dans les régions inférieures d'un fond psychique prétendument encore préhumain et donc privé de forme spirituelle. Pour Jung, il n'y a pas de domaine supérieur, tout est héréditaire et l'homme moderne a gagné en lucidité par rapport à ses ancêtres en passant de l'instinct à la volonté consciente, de l'affectif au rationnel. Nous verrons un peu plus loin comment, selon Jung, l'homme individuel peut se réaliser à partir de l'inconscient dans ce qu'il appelle l'individuation. Voici quelques passages de René Guénon cette fois, des passages très parlants à propos du prétendu inconscient et de la nature du subconscient. Je cite René Guénon dans Le règne de la quantité au chapitre Les méfaits de la psychanalyse. Il y a certainement bien plus qu'une simple question de vocabulaire dans le fait, très significatif en lui-même, que la psychologie actuelle n'envisage jamais que le subconscient, et non le superconscient, qui devrait logiquement en être le corrélatif. C'est bien là, à n'en pas douter, l'expression d'une extension qui s'opère uniquement par le bas, c'est-à-dire du côté qui correspond, ici dans l'être humain, comme ailleurs dans le milieu cosmique, aux fissures par lesquelles pénètrent les influences les plus maléfiques du monde subtil. Nous pourrions même dire celles qui ont un caractère véritablement et littéralement infernal. Certains adoptent aussi comme synonyme ou équivalent de subconscient le terme d'inconscient, qui pris à la lettre semblerait se référer à un niveau encore inférieur, mais qui, à vrai dire, correspond moins exactement à la réalité. Si ce dont il s'agit était vraiment inconscient, nous ne voyons même pas bien comment il serait possible d'en parler, et surtout en termes psychologiques. Et d'ailleurs, en vertu de quoi, si ce
né d'un simple préjugé matérialiste ou mécaniste, faudrait-il admettre qu'il existe réellement quelque chose d'inconscient? Quoi qu'il en soit, ce qui est encore digne de remarque, c'est l'étrange illusion par laquelle les psychologues en arrivent à considérer des états comme d'autant plus profonds qu'ils sont tout simplement plus inférieurs. N'y a-t-il pas déjà là comme un indice de la tendance à aller à l'encontre de la spiritualité qui seule peut être dite véritablement profonde, puisque seule elle touche au principe et au centre même de l'être? D'autre part, le domaine de la psychologie ne s'étant point étendu vers le haut, le superconscient, naturellement, lui demeure aussi complètement étranger et fermé que jamais. Et lorsqu'il lui arrive de rencontrer quelque chose qui s'y rapporte, elle prétend l'annexer purement et simplement en l'assimilant au subconscient. C'est là notamment le caractère à peu près constant de ces prétendues explications concernant des choses telles que la religion, le mysticisme et aussi certains aspects des doctrines orientales, comme le yoga. Et dans cette confusion du supérieur avec l'inférieur, il y a déjà quelque chose qui peut être regardé proprement comme constituant une véritable subversion. Autre passage dans le règne de la quantité. On ne saurait trop se méfier à cet égard plus encore peut-être qu'à tout autre point de vue de tout appel au subconscient, à l'instinct, à l'intuition infrarationnelle, voire même à une force vitale, plus ou moins mal définie. En un mot, à toutes ces choses vagues et obscures que tendent à exalter la philosophie et la psychologie nouvelle, et qui conduisent plus ou moins directement à une prise de contact avec les états inférieurs. Fin de citation. Autre passage dans l'erreur spirit, le subconscient contient incontestablement tout ce qui dans l'individualité humaine constitue des traces ou des vestiges des états inférieurs de l'être, et ce avec quoi il met le plus sûrement l'homme en communication, c'est tout ce qui dans notre monde représente ces mêmes états inférieurs. Jean-Marc Vivenza dit quant à lui, je cite, « Ce que les psychanalystes appellent l'inconscient, ce sont en réalité ces pensées désorientées qui nous traversent l'esprit, nous arrivent et qui ne sont pas de nous, mais du diable. » Fin de citation. Mircea Eliade, dans son livre Technique du yoga, décrit assez bien le contenu du subconscient. Il explique que dans le subconscient résident des latences, c'est-à-dire des contenus qui existent de manière non apparente, mais qui peuvent à tout moment se manifester. Il décrit parmi ces contenus, entre autres, les vasanas, qu'on peut traduire par les tendances psychologiques, les désirs, les penchants, les inclinations. Il parle également de sensations spécifiques subconscientes ou encore de forces subliminales. Il explique que les vasanas alimentent en permanence le fleuve psychomental et qu'elles sont insaisissables, difficiles à contrôler et à maîtriser. Elles cherchent à s'actualiser, c'est-à-dire à passer de l'état latent à l'état réel, entre guillemets, à se manifester en quelque sorte sous forme d'actes de conscience, en sortant au grand jour, c'est-à-dire passer du subconscient vers la conscience de l'individu, et en définitive dans l'action de l'individu. Les vasanas forment des tourbillons psychomentaux qui viennent assaillir l'individu. Il précise qu'en termes psychologiques, l'existence humaine est une actualisation sans arrêt du subconscient au moyen des expériences. Les vasanas conditionnent le caractère spécifique de chaque individu et ce conditionnement est conforme tant à l'hérédité qu'à la situation karmique de l'individu. Ces forces subconscientes déterminent la vie de la plupart des hommes, et ce n'est que par l'ascèse, par une pratique spirituelle, ici en l'occurrence le yoga, qui n'a au passage rien à voir avec les postures de gymnastique folklorique des New Age. Donc c'est par une pratique spirituelle que ces vasanas peuvent être connus et contrôlés. Il explique encore que c'est ce que le yoga essaie d'obtenir par la mise en œuvre d'ensemble de techniques qui ont pour but d'annihiler le flux psychomental et de promouvoir l'arrêt de celui-ci. Le but du yoga est donc de supprimer la conscience normale au profit d'une conscience qualitativement autre
qui puisse comprendre uniquement la vérité métaphysique. La conscience individuelle est donc un des domaines de la psyché. Elle est reliée par le bas par la subconscience et ses influences inférieures, souvent ténébreuses, mais elle est également reliée par le haut par une conscience supérieure, lumineuse, vertueuse. Titus Burckhardt dit en ce sens, je cite, « De par ses tendances particulières, l'âme est en relation avec toutes les possibilités cosmiques de tendances ou de caractères apparentés. Elle les assimile ou s'assimile à elles. C'est pourquoi la science des tendances cosmiques est fondamentale pour la psychologie. Cette science existe d'ailleurs dans toutes les traditions spirituelles. Dans la tradition chrétienne, mais pas seulement chez elle, elle a comme fondement, en tant que symbole des tendances cosmiques majeures, le signe de la croix. La barre verticale de la croix signifie dans le sens ascendant la tendance tournée vers l'origine divine. Dans le sens descendant, elle signifie la tendance inverse qui s'éloigne de l'origine et se tourne vers les ténèbres. Les deux bras horizontaux correspondent à l'extension possible à l'intérieur d'un plan d'existence donné. C'est dans la cosmologie indienne que les tendances de l'âme sont représentées le plus clairement et le plus parfaitement possible avec les trois gunas, entre parenthèses les trois élans. Sattva est la tendance ascendante vers la lumière, Tamas, la tendance plongeant dans les ténèbres, Rajas, la tendance se déployant dans le monde. Sur le plan éthique, Sattva correspond à la vertu, Tama au vice et Rajas à la passion. Les gunas sont comme des coordonnées permettant de décrire les mouvements psychiques qui s'y réfèrent et de les insérer dans un contexte cosmique plus large. Selon ce système, peu importe la nature des circonstances qui ont permis l'émergence d'un mouvement psychique, ce qui compte, c'est sa participation aux trois tendances fondamentales, car c'est ainsi qu'il prend sa place dans la hiérarchie des valeurs intérieures. Fin de citation. René Guénon, dans les états multiples de l'être, dit également, je cite, « On admet assez généralement, il est vrai, que la conscience actuellement claire et distincte n'est pas toute la conscience, qu'elle n'en est qu'une portion plus ou moins considérable, et que ce qu'elle laisse en dehors d'elle peut la dépasser de beaucoup en étendue et en complexité. Mais si les psychologues reconnaissent volontiers l'existence d'une subconscience, si même ils en abusent parfois comme d'un moyen d'explication trop commode, en y faisant rentrer indistinctement tout ce qu'ils ne savent ou classer parmi les phénomènes qu'ils étudient, ils ont toujours oublié d'envisager corrélativement une superconscience. » Fin de citation. Autre passage de René Guénon, dans L'homme et son devenir selon le Vedanta, je cite « La conscience organique, dont il vient d'être question, rentre naturellement dans ce que les psychologues appellent la subconscience. Mais leur grand tort est de croire qu'ils ont suffisamment expliqué ce en quoi ils se sont bornés en réalité à donner une simple dénomination sous laquelle ils rangent d'ailleurs les éléments les plus disparates, sans pouvoir même faire la distinction entre ce qui est vraiment conscient à quelques degrés et ce qui n'en a que l'apparence. Non plus qu'entre le subconscient véritable et le superconscient, nous voulons dire entre ce qui procède d'états respectivement inférieurs et supérieurs par rapport à l'état humain. Un autre passage de René Guénon dans Le règne de la quantité en rapport avec l'ignorance des psychologues pour la conscience supérieure. Je cite « D'autre part, le domaine de la psychologie ne s'étant point étendu vers le haut, le superconscient, naturellement, lui demeure aussi complètement étranger et fermé que jamais. Et lorsqu'il lui arrive de rencontrer quelque chose qui s'y rapporte, elle prétend l'annexer purement et simplement en l'assimilant au subconscient. C'est là notamment le caractère à peu près constant de ces prétendues explications concernant des choses telles que la religion, le mysticisme, et aussi certains aspects des doctrines orientales comme le yoga. » Fin de citation. Donc à mon sens, la superconscience, c'est Bouddhi des doctrines hindoues, c'est-à-dire l'intellect transcendant, supérieur, la faculté de connaissance suprarationnelle et supra-individuelle qui relie l'individualité au centre. C'est Bouddhi, l'intellect transcendant, passant
de l'état de puissance universelle à l'état individuel qui produit par réfraction la conscience individuelle. Donc pour résumer, la conscience individuelle serait cette conscience ordinaire, médiane. La subconscience serait une forme de conscience inférieure, celle d'où nous arrivent les sentiments, les nécessités biologiques, les pulsions. Et la superconscience, celle qui nous dépasse, serait cet intellect transcendant qui relie la conscience divine à la conscience individuelle. Voilà, c'est grossièrement résumé, mais c'est à peu près ça l'idée. Voilà, cette troisième partie est maintenant terminée. Je ferai finalement une quatrième partie où j'exposerai les influences ténébreuses de Freud et de Jung. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis certainement à la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette vidéo. À très bientôt.